Depuis toute petite, Sophie était une fille qui avait toujours le sourire aux lèvres. Bien qu'elle ait grandi comme une fille introvertie, elle était gentille et amicale. À 20 ans, elle a quitté Paris pour Londres afin de travailler comme jeune fille au pair lors d'un voyage dont elle ne savait pas qu'il serait sans retour. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire de Sophie Lyonnais, une nourrice qui a été assassinée par ses propres employeurs à cause de situations inimaginables, malsaines et très probablement psychotiques. Le 20 septembre 2017, un mercredi, vers 3 heures de l'après-midi, les voisins du couple Sam et Sabrina ont vu une fumée noire provenant de leur maison et ont appelé les pompiers. Quand ils sont arrivés, Sam, qui était seul à la maison, a dit que ce n'était rien de grave car il faisait simplement un barbecue dans le jardin. Comme la fumée était très dense et ne semblait pas provenir d'un simple barbecue, les pompiers ont demandé à entrer. Sam a accepté et, en effet, il faisait griller quelques morceaux de poulet sur un barbecue. Mais la fumée venait d'un autre endroit, d'un feu de camp, et lorsqu'on lui a demandé ce que c'était, Sam a répondu qu'il faisait rôtir de l'agneau. Comme les flammes étaient hautes par mesure de sécurité, les pompiers ont éteint le feu et c'est alors qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucun agneau en train de rôtir. Dans les cendres, ils ont vu des vêtements, un bracelet, un morceau de lunette cassé et, en plus de cela, un nez et des doigts d'une main. Ce corps était celui de la nourrice de la famille, Sophie Lyonnais. Sophie est née le 7 janvier 1996 à Troyes, dans le sud-est de la France, une ville relativement petite d'environ 130 000 habitants. Elle était la fille unique de Patrick Lyonnais et Catherine de Valonne, qui étaient divorcés mais gardèrent de bonnes relations, et elle vivait avec sa mère et son beau-père. Décrite comme une fille douce et timide, Sophie parlait peu, était réservée, studieuse, mais elle adorait les enfants et, pour cette raison, depuis son adolescence, elle aidait des enfants et des préadolescents avec du soutien scolaire. Tout le monde l'adorait, mais malheureusement, dans la région où elle vivait, les opportunités de travail étaient très limitées. Elle voulait évoluer professionnellement et savait que, pour y parvenir, dans une grande ville comme Paris par exemple, elle aurait au moins besoin de parler une autre langue, qui, dans ce cas, serait l'anglais. Alors, elle a appris par une amie qu'il existait un service d'échange pour travailler comme jeune fille au pair en Angleterre. Le programme au pair est un type d'échange rémunéré, très courant parmi les personnes qui souhaitent travailler comme nounou et qui veulent s'immerger complètement dans une nouvelle langue et culture. La personne vit chez ses employeurs, généralement avec une chambre séparée pour elle, recevant la nourriture et une aide financière inférieure à un salaire, mais cela s'explique par le fait qu'elle n'a pas à payer pour se loger ni pour manger là où elle se trouve. Même avec un salaire bas, Sophie croyait que ce serait une expérience très enrichissante. Cependant, comme au début, elle ne se sentait pas en confiance pour aller directement dans une famille anglaise, puisqu'elle ne parlait pratiquement pas anglais. Elle a pensé qu'elle pourrait d'abord chercher une famille française vivant en Angleterre, afin que, le soir, elle puisse prendre des cours d'anglais jusqu'à ce qu'elle se sente en confiance et puisse ainsi changer de famille. Au deuxième semestre de 2015, à l'âge de 19 ans, en mettant en pratique son plan de chercher une famille française, Sophie a rencontré le couple Oshin Meduni, plus connu simplement sous le nom de Sam, et Sabrina Coudier, qui avaient 2 enfants âgés à l'époque de 8 et 3 ans. Au téléphone, Sabrina s'est révélée être une personne incroyable. Elle a dit à Sophie qu'elle travaillait dans l'industrie de la mode, qu'elle était entourée de personnes célèbres et que la jeune fille aurait aussi l'occasion d'entrer dans cet univers, de rencontrer des personnes influentes et, qui sait, d'avoir des opportunités intéressantes à l'avenir. Ainsi, elles ont convenu que Sophie partirait pour Londres en janvier 2016, quelques jours après son 20e anniversaire. Une fois sur place, tout se passait bien, la famille semblait tranquille et les enfants s'entendaient très bien avec elle. Pendant toute cette année 2016, Sophie sortait se promener avec les enfants et était très bien traitée. Elle publiait des photos de son quotidien
Et bien qu'elle soit une fille introvertie, elle allait jusqu'à saluer les personnes qu'elle voyait régulièrement dans le quartier. Et elle a même rencontré une autre fille qui travaillait aussi comme jeune fille au pair dans le même quartier. Mais ce calme n'a pas duré longtemps, à cause du côté obscur de Sabrina, un côté totalement inconnu de beaucoup de gens. Sabrina est née en Algérie en 83, mais alors qu'elle était encore enfant, sa famille a déménagé à Paris. En 2001, à l'âge de 18 ans, alors qu'elle travaillait dans un stand de crêpes dans un parc d'attractions de la ville, elle a rencontré Sam, qui avait alors 23 ans. Il était diplômé en économie et cherchait un emploi dans ce domaine. Les deux ont commencé à sortir ensemble, se sont mariés, ont eu leur premier enfant, et en 2009, à 26 ans, Sabrina a voulu tenter sa chance au Royaume-Uni, où elle voulait suivre des cours de beauté et de mode. Sam, qui avait déjà un bon emploi, a adoré l'idée d'une nouvelle aventure aux côtés de sa femme et l'a accompagnée. Avec l'expérience professionnelle qu'il avait acquise au fil des années, il a eu la chance de trouver rapidement un emploi comme analyste financier. Et avec le temps, Sabrina a suivi quelques cours de beauté, commençant à travailler comme maquilleuse et designer. En 2013, Sabrina est tombée de nouveau enceinte, et en 2015, ils ont commencé à envisager l'idée d'engager une jeune fille au pair. Et c'est à ce moment-là que Sophie entre dans la vie de la famille. Mais en 2017, la vie de tous les habitants du quartier, et surtout celle de la famille de Sophie, allait être complètement bouleversée. Lorsque la jeune femme a été retrouvée sans vie, dans un brasier, dans la cour de la maison où elle travaillait. Pour que vous puissiez mieux comprendre comment l'affaire en est arrivée à ce point absurde, il est très important d'éclaircir plus en détail la vie mouvementée, pour ne pas dire troublée, que ce couple menait entre quatre murs. Tout commence par un fait curieux à leur sujet. Depuis le début de leur relation en 2001, ils entretenaient une relation ouverte, participant ensemble ou séparément à des rencontres intimes avec d'autres personnes. Et le premier enfant de Sabrina, né en 2006, est le fruit d'une aventure qu'elle a eue avec un inconnu, mais malgré cela, Sam a reconnu la paternité. En 2011, alors qu'elle vivait déjà à Londres et qu'elle se trouvait dans l'espace client d'une banque, Sabrina a fait la connaissance de Mark Walton. Mark est un producteur musical à succès, qui a déjà travaillé avec de nombreuses célébrités, comme Jennifer Lopez, Shaggy, Enrique Iglesias, Lady Gaga, et d'ailleurs il est l'un des fondateurs du groupe irlandais Boys On. Ils ont échangé leurs coordonnées et, avec le temps, se sont rapprochés. À cette époque, Sabrina était séparée de Sam, de fait, car légalement ils étaient encore mariés, mais à Mark elle a dit qu'elle était divorcée. Elle lui a aussi raconté que, dans son enfance, elle avait été agressée sexuellement par 2 de ses oncles. Étant donc une survivante d'abus familial et maintenant une mère célibataire, cela a fini par éveiller chez Mark un sentiment de protection, puisqu'il faisait tout pour accueillir et réconforter Sabrina comme il le pouvait. Et c'est peut-être cela qui lui a permis de supporter les nombreux problèmes que la relation a rencontrés au cours des années suivantes. Sabrina avait beaucoup de crises de jalousie. Comme elle avait à l'époque son fils aîné et qu'elle travaillait, elle avait donc le soutien d'une nounou. En fait, au fil du temps, il y en a eu 4, mais pas en même temps. Elle les embauchait puis les renvoyait, parce que dans sa tête, elle draguait toute Mark. D'après ce qu'il raconte lui-même, elle avait des sautes d'humeur soudaines. Elle l'agressait avec des gifles, des coups de poing, mais il essayait de relativiser la situation. À cause du passé qu'elle disait avoir eu, ce qui, d'une certaine manière, aurait pu influencer ce tempérament qu'elle montrait. En 2013, Sabrina est tombée enceinte de son 2e enfant et a dit que c'était son enfant. Cette même année, alors que Mark cherchait le carnet de notes dans la maison, il a trouvé dans l'armoire des photos de Sabrina avec un autre homme. Lorsqu'il lui a demandé qui était cet homme, elle n'a donné aucune explication et a commencé à le blâmer parce qu'il fouillait dans ses affaires sans autorisation. Elle criait, n'expliquait rien clairement et a attrapé un cendrier en verre qu'elle lui a lancé. Mark a réussi à esquiver, mais après cela il est sorti de la maison et a dit qu'il ne reviendrait que lorsqu'elle serait plus calme. Ce même mois-là, il avait un voyage d'affaires à l'étranger de prévu.
Quand il est revenu de ce voyage, il a trouvé la maison vide, avec seulement ses affaires à lui, mais plus rien d'elle. Quand il a appelé sa petite amie, elle lui a dit qu'elle était partie en urgence en France pour rester auprès de sa mère très malade. Ce qui s'est avéré plus tard être un mensonge, car en réalité, ce qu'elle avait fait, c'était reprendre sa relation avec Sam et retourner vivre avec lui. Toujours en 2013, même avant la naissance de son fils, Mark a dû déménager définitivement à Los Angeles, et c'est peut-être à ce moment-là qu'il a profité pour mettre officiellement fin à sa relation avec Sabrina. À partir de là, il n'a jamais vu son fils en personne, même pas à sa naissance, mais il a toujours envoyé l'argent de la pension alimentaire, d'autant plus que l'argent n'était pas un problème pour lui. En 2017, Mark a commencé à soupçonner que ce garçon pourrait ne pas être son fils. À l'amiable, par l'intermédiaire d'avocats, Mark demandait à Sabrina de faire un test ADN, ce qu'elle n'a jamais permis. Et comme elle n'avait pas, entre guillemets, l'obligation de lui prouver quoi que ce soit, il a eu l'idée d'arrêter de payer la pension alimentaire. Ainsi, elle devrait engager une action en justice contre lui, de son côté, demanderait un test ADN, et alors cela permettrait d'éclaircir une bonne fois pour toutes ce doute. Mais dès que les paiements ont cessé, Sabrina n'est plus jamais entrée en contact avec lui, et encore moins a-t-elle eu recours à la justice. Toute la colère qu'elle ressentait d'avoir perdu le confort financier que lui apportait cet homme d'affaires et producteur musical très prospère. Elle a commencé à se défouler sur Sophie, qui travaillait déjà dans la maison de la famille depuis l'année précédente. Sophie est donc devenue la victime des abus les plus cruels d'un esprit malade, et le travail d'au pair, qui avait commencé pour elle comme un rêve, s'est transformé en un terrible cauchemar. Ce qui se passait réellement à l'intérieur de cette maison n'a été révélé qu'une fois toute l'affaire découverte. Les informations disponibles aujourd'hui sont organisées à partir des témoignages des voisins, des témoins, des membres de la famille et des preuves trouvées sur les téléphones portables du couple. Certains voisins ont remarqué que Sophie avait l'air triste et gardait la tête baissée lorsqu'elle se promenait rarement avec les enfants. L'autre amie au père a remarqué son absence et, inquiète, elle est même allée chez la famille Dia, sans prévenir, juste pour lui rendre visite. À cette occasion, c'est Sam qui lui a ouvert la porte et il a dit qu'elle n'était pas là, car elle était sortie avec Sabrina et les garçons. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si c'est vrai ou si elle était à la maison, mais interdite de recevoir des visites. Elle cuisinait, repassait, nettoyait la maison. Et en s'occupant des enfants, elle avait à peine le temps de manger et de dormir correctement. Comme l'accumulation des tâches s'est faite petit à petit, malheureusement Sophie ne s'est pas rendue compte quand la limite a été dépassée. Elle parlait toujours avec sa mère, mais à cause de sa timidité, malheureusement, elle ne parlait pas de ce qui se passait. Elle a même dit qu'elle voulait rentrer à la maison, mais sans en détailler les raisons. Et Catherine pensait simplement que sa fille ne se sentait pas à l'aise à cause d'un problème d'adaptation. Comme Sophie gagnait peu et n'avait pas d'argent pour acheter le billet de retour, Catherine a même envoyé la somme nécessaire. Mais juste après cela, elle a reçu un appel de Sabrina disant que Sophie s'était disputée avec elle quelques jours auparavant et que c'était la raison pour laquelle elle voulait rentrer. Mais maintenant, tout était réglé et la jeune fille avait décidé de rester. Sabrina semblait convaincante et Catherine s'est sentie un peu plus rassurée. Mais avec le temps, le couple s'est rendu compte qu'il était risqué de laisser Sophie parler librement au téléphone et ils lui ont interdit cela. Ainsi, ils ont pris son téléphone portable, ses documents personnels, y compris son passeport, et Sophie n'a pu utiliser le téléphone qu'en présence d'au moins l'un d'eux. Sabrina a alors commencé à augmenter de plus en plus les tâches que Sophie devait accomplir. Elle a arrêté d'aller aux cours d'anglais et n'avait plus de week-end libre, car elle était devenue une employée de maison accablée d'heures supplémentaires. Mais personnellement, je pense qu'à ce stade, malheureusement, elle était déjà en situation d'esclavage.
Sabrina a également accusé la jeune fille d'avoir volé les bijoux de sa chambre et, comme Sophie niait, en guise de punition, le couple a commencé à rationner la nourriture, l'eau, aussi bien pour la consommation que pour le bain, et à l'enfermer à l'intérieur de la maison, au point qu'elle ne pouvait même plus mettre les pieds dans la cour. Avec la nourriture et l'eau restreintes, enfermée à la maison et surchargée de tâches, Sophie a littéralement commencé à dépérir, perdant beaucoup de poids, et physiquement, elle n'était déjà plus la même personne. L'idée que Sophie avait volé les bijoux de Sabrina ne quittait pas son esprit. Et en plus de cela, elle s'est mise en tête que la jeune fille était en contact avec son ex, Marc, l'accusant d'être de mèche avec lui pour la détruire, et elle voulait à tout prix que Sophie l'avoue. Sabrina, toujours soutenue par Sam, a commencé à exiger qu'elle avoue les accusations, enregistrant sur son téléphone l'interrogatoire qui ressemblait en réalité davantage à des séances de torture et d'emprisonnement. Sophie niait toujours tout, tandis qu'en même temps, elle était battue par le couple avec des objets domestiques, comme des câbles électriques, des balais et des casseroles. Dans l'une des vidéos, le couple est allé jusqu'à plonger la tête de la jeune fille dans la baignoire, tout en proférant des menaces, disant qu'elle serait envoyée en prison. Les vidéos n'ont jamais été publiées. Ce que l'on a aujourd'hui de cette période de séquestration, c'est seulement une photo qui semble être une pièce jointe, une image figée de ces vidéos où l'on voit Sophie très maigre, dénutrie et complètement abattue. Selon l'enregistrement de la première et de la dernière vidéo, ces séances ont eu lieu de façon sporadique pendant 6 semaines. Le dernier enregistrement a été réalisé le 17 septembre 2017 où, épuisée, pleurant beaucoup et sans force pour parler, Sophie admet qu'elle avait volé les bijoux de Sabrina, qu'elle gardait le contact avec Marc, qu'ils travaillaient ensemble pour espionner la famille. Elle a même écrit une lettre dans laquelle elle avoue le complot et le vol des objets. Et c'est ainsi que, seulement 3 jours plus tard, le 20 septembre, vers 3 heures de l'après-midi, les voisins ont vu une fumée noire sortir de la maison du couple et ont appelé les pompiers. Alors, juste pour rappeler, Sam a dit que la fumée venait d'un agneau qu'il faisait rôtir dans la cour, mais comme les flammes étaient hautes et pouvaient représenter un danger pour la maison et les voisins, ils ont dû éteindre le feu. Dans les cendres, les officiers ont trouvé des vêtements, un bracelet, des lunettes cassées, et en plus de cela, ils ont vu un nez et des doigts d'une main. Sam insistait pour dire que c'était un animal, mais les pompiers l'ont arrêté et ont appelé la police. En présence de la police, il a décidé de garder le silence et, menotté, il a été envoyé au commissariat. Pendant qu'une équipe l'emmenait, une autre a commencé à poser des questions aux voisins sur qui était Sam. C'est ainsi qu'ils ont découvert qu'il était marié et qu'une jeune fille au pair vivait avec eux. Certains voisins ont même regardé les lunettes cassées et le bracelet que les policiers tenaient dans ces sachets de pièces à conviction, et certains ont confirmé que les objets appartenaient à Sophie. Sabrina, qui était sortie se promener avec ses enfants, a été appelée à témoigner et au commissariat, elle a déclaré qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait, ni que son mari faisait cuire quelque chose dans le jardin. Lorsqu'on lui a demandé où se trouvait Sophie, elle a répondu que la jeune fille avait démissionné 2 jours plus tôt et était partie sans dire où elle allait. Le 21, il a été confirmé que le corps dans le feu était bien celui de Sophie. Le couple, qui était déjà en détention provisoire, réalisant qu'il ne parviendrait pas à convaincre les autorités avec une autre explication, a donné une nouvelle version des faits. Sabrina a dit que Sophie était une fille très paresseuse, que la plupart du temps, elle restait au téléphone, assise sur le canapé, attendant qu'il la serve. On aurait dit qu'il travaillait pour elle plutôt qu'elle pour eux. Elle a également affirmé que Sophie volait ses bijoux et, pour le prouver, elle a présenté la lettre dans laquelle la jeune fille avouait tout avant de démissionner. Cette lettre disait même que Sophie avait emmené le plus jeune fils de Sabrina chez Marc pour qu'il puisse abuser du garçon. Ce qui n'est jamais arrivé, d'autant plus que Marc ne vivait même plus en Angleterre. Et ici on peut voir le niveau de psychopathie que cette femme avait. Le couple a commencé à dire que tout était un accident.
que lors des interrogatoires, Sam, dans un accès de colère, aurait poussé la jeune fille, la faisant tomber et se cogner la tête, ce qui lui a été fatal. Et, à cause de cela, par peur que l'incident soit découvert, ils ont décidé de la faire disparaître. Ils ont laissé le corps dans une valise pendant 2 jours avant de décider de le brûler dans le jardin de la maison. Sauf que cette version ne correspondait en rien aux résultats de l'autopsie, où le corps présentait des fractures à l'os du thorax, aux côtes, à la mâchoire et à l'une des jambes. En raison de l'état carbonisé dans lequel le corps a été retrouvé, il n'a pas été possible de déterminer la cause exacte du décès, mais ils ont découvert que cela s'était probablement produit le 18. En plus de cette date supposée donnée par le médecin légiste, la police avait également recueilli le témoignage du fils aîné de Sabrina, qui a déclaré que dans la nuit du 18, c'est-à-dire quelques heures après le dernier enregistrement, il avait entendu ce qui semblait être une dispute entre les 3 à l'intérieur de l'une des salles de bain de la maison. Et quand il s'est approché pour essayer d'écouter, il a vu beaucoup d'eau sortir par le bas de la porte. Il est retourné dans sa chambre et, à partir du lendemain matin, il n'a plus vu la nourrice. Quand il a demandé à sa mère où était Sophie, elle a dit que la jeune fille avait démissionné et était retournée en France, ce qui contredisait ce qu'elle avait dit à la police lorsqu'elle avait affirmé ne pas savoir où la jeune fille était partie. Mark a été convoqué pour être entendu. Il est allé de Los Angeles jusqu'en Angleterre et a pleinement collaboré avec l'enquête. Il a fourni toutes les informations demandées et a permis que ses appareils électroniques, comme ses téléphones portables et ses ordinateurs portables, soient examinés, et il n'y avait aucune preuve qu'il connaissait même Sophie. Selon l'analyse de certains spécialistes, la relation du couple était toxique et malsaine, où Sabrina, ayant des problèmes psychologiques et une personnalité manipulatrice, croyait que tout ce qu'elle imaginait était vrai. Et elle convainquait son mari, une personne émotionnellement dépendante d'elle, de faire tout ce qu'elle disait. Le procès a eu lieu le 26 juin 2018. Au cours des audiences, le couple a plaidé non coupable de meurtre au premier degré lorsqu'il y a intention de tuer, mais ils ont plaidé coupable pour le crime de dissimulation de cadavre. Au final, ils ont tous deux été reconnus coupables de toutes les accusations et condamnés à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 35 ans. L'enterrement de Sophie n'a eu lieu que 9 mois après son décès, le 6 juin 2018 en France. Et le retard pour pouvoir enterrer le corps a été causé par la bureaucratie de l'enquête criminelle et par le transfert des restes mortels d'Angleterre vers la France. L'affaire Sophie a donné naissance à un documentaire intitulé Stranger Than Fiction, The Nanny Killers, ce qui signifie en traduction libre « Plus étrange que la fiction, les tueurs de la nounou ». Et c'est ce documentaire qui est disponible sur Amazon Prime. Sophie est partie de France pleine de rêves, emportant dans ses bagages l'espoir d'un avenir meilleur, d'apprendre une nouvelle langue et de vivre une expérience inoubliable. Elle a été emmenée à l'aéroport par ses parents lors d'un adieu que personne ne savait être le dernier. Cette affaire nous fait réfléchir à quel point la frontière entre la confiance et le danger, entre le rêve et le cauchemar, est fragile. Que l'on ne se souvienne pas de Sophia uniquement pour l'horreur qu'elle a subie, mais aussi pour l'éclat qu'elle portait avant que sa lumière ne soit complètement éteinte.